Alors bonjour et bienvenue aujourd'hui à la leçon sur les auto-encodeurs. Alors jusqu'à date, les problèmes qu'on a vus pour les entraînements des réseaux de neurones se basaient sur le fait qu'on avait accès à des étiquettes sur les données. Parce qu'on parle d'entraînement supervisé. Et il arrive souvent des situations où on a accès à des montagnes de données qui sont non étiquetées. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les utiliser? On avait vu il y a quelques semaines des approches où on entraînait un réseau qu'on disait professeur pour aller donner des étiquettes à des données non étiquetées et après ça utiliser ces données de pseudo-labels pour venir entraîner des réseaux. Mais il existe une technique plus, disons, plus vieille, plus classique pour justement utiliser les données non étiquetées et ce sont les auto-encodeurs. Alors, aujourd'hui, on va pas faire un passage de l'apprentissage supervisé vers l'apprentissage non supervisé, avec une petite tangente, un petit écart, disons, vers la combinaison de supervisé et du non supervisé pour donner des approches d'apprentissage machine qu'on dit semi-supervisé. Et aussi, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas juste d'ordre pratique, il y a aussi des liens à faire directement avec les théories de l'apprentissage. Alors, depuis le début du cours, on travaille surtout avec le concept d'apprentissage supervisé, dans lequel la perte qui est utilisée pour entraîner le réseau est calculée sur l'erreur entre la prédiction faite par le réseau et la vérité terrain, donc les étiquettes associées aux données d'entraînement. Bien entendu, à ça, on a ajouté une régularisation pour éviter d'avoir des problèmes d'overfit. Dans le cas du non structuré, on n'a donc pas accès à une étiquette en tant que telle. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire une autre perte qui va être basée sur la reconstruction de l'entrée X. Donc, si on regarde brièvement, c'est quoi la structure d'un auto-encodeur? On voit donc c'est une espèce d'architecture en forme de bottleneck. On va avoir donc l'entrée ici en X. À la sortie ici, on a X' qui est la reproduction. Et dans le fond, ce qu'on va avoir, c'est un réseau ici, f de X, qui va tenter de compresser l'information dans un vecteur d'état H, un vecteur caché, qui est normalement beaucoup plus petit que l'entrée X. Et après ça, on va avoir un décodeur, un réseau ici, G de X, qui va prendre le vecteur X et qui va tenter de refaire l'entrée, et on nomme ici X de prime. Et la perte donc, qui est utilisée, la perte de reconstruction, elle est définie comme suit. Donc, ce qu'on va faire, c'est calculer l'erreur, par exemple, si c'est des images, ça va être pixel par pixel. Donc, entre l'entrée X et la reproduction à la sortie, donc X de prime, c'est ici. Donc, vous avez X qui rentre dans le réseau F, qui génère donc H, et de H, mon réseau G doit reproduire l'image, par exemple l'entrée X. Et l'erreur qui va être utilisée, la perte, pour entraîner l'ensemble des deux réseaux, ça va être cette partie au carré. Bien entendu, on va rajouter une forme de régularisation. Cette régularisation-là va éviter d'avoir des réseaux qui vont trouver disons, des solutions qu'on va dire inintéressantes. Conceptuellement, on peut vraiment penser à un phénomène de goulot d'étranglement au niveau des informations. C'est un peu comme les approches de type Principal Component Analysis, donc PCA, où on essaie dans le fond de trouver c'est quoi les différents axes des données qui contiennent le plus d'informations par rapport aux axes qui en contiennent le moins. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ici avec l'encodeur. On va essayer de trouver dans le fond des directions, si vous me permettez, dans les données qui sont disons, utiles à recréer l'image. C'est le même phénomène aussi qu'on a vu avec les convolutions un par un, donc le concept de bottleneck pour dire est-ce que je peux essayer de comprimer mon signal, dans le fond, pour essayer de forcer le réseau à se concentrer sur la partie qui est, disons, qui est utile à accomplir la tâche. La tâche ici étant de la reproduction de l'image. Les réseaux qui composaient ces auto-encodeurs, historiquement, étaient au début faits donc de réseaux linéaires ou non linéaires avec des sigmoïdes, mais comme on le sait maintenant, les activations de type sigmoïde sont difficiles à entraîner en profondeur à cause du problème du gradient qui va venir s'évanouir. Alors, avec le temps, les gens réussissent à développer des approches pour entraîner des réseaux encodeurs et décodeurs de plus en plus profonds, mais restant généralement des réseaux pleinement connectés. Puis, avec l'arrivée de la révolution du deep learning,
les gens ont commencé à être capables de faire des architectures de réseau pour F et G qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus puissantes. Par exemple, ces réseaux utilisent maintenant la relue en général, vont utiliser aussi des filtres à convolution lorsqu'on fait des autoencodeurs qui sont reliés à des images. Et aussi une opération qu'on va voir un peu plus tard dans la session, une opération de déconvolution. Le terme n'est pas mathématiquement correct, mais bon, c'est le terme qui a été choisi dans la communauté du deep learning. Le terme en anglais souvent qui est utilisé, c'est up convolution. Donc c'est comme, si vous voulez, l'opération inverse de la convolution, ce qui vous dit, pour prendre ça qu'un grain de sel, mais qui va permettre, dans le fond, de prendre un vecteur H qui est petit et avec des filtres qui sont proches de filtres de convolution, être capable de venir reprojeter notre vecteur X dans une matrice qui va nous donner des images en bout de ligne. Ce qui est intéressant avec les autoencodeurs, on peut les utiliser comme étant une forme de pré-entraînement lorsqu'on a accès à une grande quantité de données non étiquetées. Et dans le fond, ce qu'on va faire comme procédure, on va faire l'entraînement typique d'un autoencodeur. Donc, je vais présenter une image X ou une donnée X. Je vais la passer dans l'encodeur. Et après ça, je vais avoir donc mon vecteur H. Je vais le sortir dans le décodeur. Je vais avoir un X'. Et là, je vais faire donc ma perte. Et là, de reproduction entre X' et X. Et là, je vais propager les gradients. Donc, ça va venir jouer sur les deux réseaux ici. Et donc, je vais entraîner le réseau F et H, donc l'encodeur et le décodeur, de cette façon-là, de façon non supervisée. Puis, ce qu'on va faire, lorsqu'on a jugé que l'entraînement a convergé sur les données non étiquetées, on va retirer le décodeur et on va installer un classificateur à la tête ici, donc qui va prendre le vecteur H, qui on espère a réussi à, comme, si vous voulez, distiller l'essentiel du contenu X via l'encodeur. Et ça peut être un réseau, par exemple, pleinement connecté, ou ainsi de suite. Il va nous faire donc une prédiction de classe Y. Et maintenant, on va pouvoir faire une forme de fine-tuning sur les données étiquetées. Donc, un jeu de données qui, normalement, devrait être dans le scénario que j'explique. Ce jeu de données-là devrait être beaucoup plus petit que le jeu de données non étiqueté. C'est la nature des choses en général. Et l'espoir ici, donc, c'est que le réseau F, qui va être fine-tuné à partir de données étiquetées, dans le fond, il a quand même acquis beaucoup de connaissances à l'aide des images ou des données non étiquetées. Ceci étant dit, il faut se rappeler que la perte qui a été utilisée pour entraîner l'encodeur f de x, c'est une perte sur la reproduction de l'image et il n'y a rien qui nous garantit que d'essayer de reproduire des images va nous aider à faire la classification. Ceci étant dit, en pratique, les gens constatent quand même une amélioration des performances par rapport à simplement utiliser un petit jeu de données étiqueté pour faire, dans le fond, un entraînement d'un réseau. Au niveau de la taxonomie, donc des différents types d'auto-encodeurs, il existe deux catégories, disons, principales. Il y a ce qu'on appelle les autocodeurs qui sont undercomplete. Undercomplete, ici, ce qu'on veut dire, c'est que la taille de l'entrée X, elle est beaucoup plus grande que la taille du vecteur H, donc qui représente, si vous voulez, l'état caché ou le résumé de X. Et donc l'idée, c'est que l'encodeur f de x doit trouver une projection de l'espace des données x vers un espace h qui, lui, est de beaucoup plus petite dimension. Si f et g sont des réseaux seulement linéaires, ce que ça va donner comme genre de projection, c'est une projection qui va être proche, comme je disais tout à l'heure, des techniques comme le Principal Component Analysis. Et on voit ici, selon les équations, donc si f est égal à et le réseau f est un réseau linéaire, donc avec la matrice U transpose, et que la sortie, le décodeur, c'est un réseau linéaire qui a comme équation la matrice U, et que dans le fond, on impose que U de t est égal à U transpose fois U est égal à l'identité. Donc, on va voir exactement une formulation PCA pour ce type d'auto-encodeur. Par contre, avec des réseaux F et G qui sont des réseaux profonds, avec des non-linéarités, ces projections-là vont être des projections qui vont être non-linéaires, donc des projections beaucoup plus puissantes en termes de ce qu'on peut obtenir comme résultat. À l'opposé, on a des réseaux, des auto-encodeurs overcomplete.
Les overcomplete, eux, ils ont la caractéristique que la taille du vecteur h sera plus grande que la taille des données x, et ça peut paraître un peu inutile. Bien entendu, oui, ça va être inutile, parce que dans le fond, je pourrais juste recopier x directement dans h, puis mettre dans le fond des données non valides dans le surplus d'espace que j'ai dans le vecteur h. Donc, ça va prendre quelque chose de spécial pour s'assurer que ce type d'autoencodeur-là ne soit pas inutile. Ça va prendre ce qu'on appelle, bon, on a déjà vu la régularisation, sans grande surprise. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est bruiter x, et dans le fond, le réseau doit apprendre à reproduire en x de prime la version non bruitée de x. Donc, on appelle ça un denoising autoencoder. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais ça va nous aider donc à s'assurer que les réseaux overcomplete ne sont pas complètement inutiles en termes d'aller chercher l'information qui est importante dans le vecteur h. Donc, tout comme dans le cas des entraînements de réseaux supervisés, c'est important d'avoir de la régularisation pour nous aider à avoir des solutions qui sont intéressantes au niveau des entraînements, donc par exemple avoir une bonne généralisation. Dans le cas des auto-encodeurs, c'est particulier parce que parfois, ça se pourrait qu'on ait des représentations d'encodage H qui seraient complètement inutiles. Donc, ce qu'on veut quelque part, c'est peut-être guider l'entraînement du réseau pour justement avoir une représentation H qui est utile à une certaine tâche. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, ça se peut très bien que le fait de la tâche de vouloir reconstruire l'entrée X à la sortie, ben, peut-être que ce n'est pas vraiment d'utilité en bout de ligne pour trouver une représentation H qui est intéressante pour des tâches comme par exemple la reconnaissance d'image. On peut imaginer facilement un cas pathologique théorique. Imaginez que vous avez des encodeurs et des décodeurs très puissants, hein, des réseaux très très profonds. On le sait, là, des réseaux peuvent avoir des dizaines et des centaines de millions de paramètres et ils peuvent carrément finir par apprendre par cœur les données. Donc imaginez que j'aurais un réseau, un encodeur très puissant, puis ce qui me sortirait comme vecteur, ce serait un vecteur avec une seule case. Et dans cette case-là, ça contiendrait, disons, l'équivalent de l'index de l'image que j'ai dans mon jeu de données d'entraînement non étiqueté. Et que le décodeur, lui, à partir de cette valeur numérique-là, pourrait reproduire l'image parfaitement dans son réseau, puisque dans le fond, le réseau de décodeur aurait appris par cœur c'est quoi l'image numéro 27, par exemple. Donc en bout de ligne, j'aurais vraiment rien appris d'utile avec cet encodage-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire avec la régularisation, c'est de peut-être prioriser d'autres aspects pertinents par rapport à l'encodage, autre que celui de vouloir reproduire l'image d'entrée ou les données d'entrée. Et ce que les praticiens des réseaux de neurones recommandent, donc, c'est préférable d'avoir une bonne régularisation pour les autoencodeurs plutôt que de diminuer la capacité des réseaux F et X. C'est une règle aussi qui s'appliquait avec les réseaux dans le contexte là, des entraînements supervisés. Mais ici encore, ça s'impose. On préfère donner une bonne régularisation plutôt que de réduire la capacité de nos réseaux. Un des aspects intéressants et des aspects théoriques des autoencodeurs, c'est le fait que ces auto-encodeurs-là essaient de trouver ce qu'on appelle une variété, ou en anglais un manifold. Je vais utiliser surtout le terme manifold pour cette présentation. Donc, un manifold qui va exister dans un espace de dimension relativement faible par rapport aux dimensions d'entrée. Et ça, c'est un principe de base dans beaucoup d'approches d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine. Parce que c'est ça, dans le fond, vous imaginez que vous avez vos données, donc c'est des images. En théorie, il n'y a rien qui m'empêche de générer des quantités infinies d'images à partir en pigeant des valeurs de pixels au hasard. Et donc, si vous imaginez que vous avez un espace à 2 dimensions, je vais essayer de trouver le petit pointeur ici, donc le stylo, voilà. Donc, imaginez que vous avez une image à 2 pixels. Donc, ce que ça va donner, vous allez avoir donc, un espace à 2 dimensions pour les images. Et chaque image va représenter un point. Comme je pige des valeurs aléatoires pour mes différents points, je vais l'indiquer ici, donc pixel 1 et pixel 2. Voilà. Donc, chacun des points, encore là, je répète, c'est une image. Donc, je vais venir couvrir complètement l'espace possible des images de 2 pixels. Alors, sur une image qui est plus que 2 pixels, ça va ressembler aux images ici qui ressemblent à des images là, pour les télévisions, les anciennes télévisions analogues. Parce qu'on n'avait pas de perte de signal, on avait ce qu'on appelait de la neige. Ben, c'est ça, c'est de la neige, dans le fond, c'est du bruit aléatoire.
Par contre, lorsqu'on regarde des vraies images, les vraies images, elles sont structurées. Hein. Il y a des corrélations entre les différents pixels, de sorte que bien que l'espace possible des images est très très grand, en bout de ligne, ce qui va arriver, c'est que les images vont plutôt se cantonner dans des régions relativement restreintes de l'espace des images possibles. Encore là, si je peux l'illustrer avec mon petit espace à 2 dimensions, donc imaginez encore là une image qui contiendrait seulement 2 pixels. Donc pixel 1 ici, pixel 2, okay, les valeurs d'intensité lumineuse que les pixels pourraient prendre. Donc ce qu'on va plutôt constater en général, c'est que les images vont venir occuper simplement des endroits relativement restreints dans l'espace possible des images. Bon, c'est pas obligé d'être connecté, je pourrais avoir un deuxième îlot aussi d'images. Mais cet espace-là ici, essentiellement, c'est des espaces à une seule dimension. Hein. Dans un espace de 2 dimensions, je vais avoir donc des espaces, des lignes, là, des courbes. Donc, c'est des espaces à une dimension. Donc, la dimension de mon manifold est beaucoup plus faible que la dimension de l'espace dans lequel mes données vivent. Et ça, c'est parce que j'ai de la structure. Donc, le fait qu'il va exister un manifold dans mes données, ça veut dire que je vais être capable de bien compresser l'information. L'encodeur va être capable d'en compresser pour, si vous voulez, essayer de trouver ce manifold-là dans les données. Donc, l'espace de hash va devenir, dans le fond, le manifold lui-même. Et cette compression-là, elle est possible aussi parce que, quelque part, on ne voudra pas... Je vais changer mon pointeur. Voilà. Donc, ce qui va se produire dans la compression est possible, parce que dans le fond, on va venir s'astreindre dans le fond à trouver l'information qui appartient à ces manifolds-là. Et aussi, on n'aura pas besoin en théorie de gérer les cas des données qui sont en dehors du manifold, puisque ces données-là, en général, ça va être des données du genre, comme des images brutées, qui ne sont pas des images, disons, valides ou représentatives des données d'entraînement. D'un point de vue d'information, si vous voulez, l'entropie, donc, elle est très grande, l'information, elle est très grande pour les images qui sont brutées de façon aléatoire complètement, alors que l'information, elle est beaucoup plus faible, l'entropie, elle est beaucoup plus faible pour les images réelles, puisqu'il existe une structure, une forte corrélation spatiale entre l'intensité d'un pixel et de ses voisins. Donc, ce que ça fait diminuer la quantité d'informations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réussit à bien compresser les images avec des algorithmes, par exemple, comme JPEG. C'est basé sur le fait, justement, que la quantité d'images, d'informations dans une image, d'une image naturelle, je le répète, là, elle est relativement faible comparativement aux images en haut ici, qui ne sont pas des images réelles, là, des Alors, images en plus de la réalistes, perte qui, elles, contiennent beaucoup d'informations, on va rajouter de la régularisation très lors de l'entraînement des autoencodeurs. autoencodeurs. Et dans le fond, l'espoir ici, c'est que notre encodeur réussisse à trouver justement ce manifold-là, qui est quand même très précieux et très informatif dans l'espace des données d'entrée. Et parce que ce qu'on veut ultimement, c'est que notre encodeur apprenne c'est quoi les variations des données X qui sont pertinentes comparativement à des variations qui ne le sont pas, par exemple, qui sont juste dues à du bruit. Et ça correspond mathématiquement, si vous voulez, à apprendre la surface du manifold, donc la partie tangente en rouge, ici. Et on parle de tangente ici parce qu'on va aussi considérer en général que notre manifold est localement euclidien. Donc lorsqu'on fait un zoom très très proche de notre manifold, ça va être comme un hyperplan. Quand je dis hyperplan, c'est parce que ça va être une surface plane qui peut avoir une dimension 75. Mon vecteur H est de dimension 75, donc c'est pas vraiment un plan comme on l'imagine en 2D, c'est vraiment un hyperplan. Et rappelez-vous, mes données en entrée X, peut-être qu'ils vivent dans un espace de dimension 750, puis je vais les réduire à un espace de dimension 75, qui va être dans le fond ce manifold-là. Globalement, par contre, mon manifold ne sera pas un hyperplan, ça peut être une courbe de forme là, quelconque, c'est pas nécessairement un hyperplan, d'ailleurs ce sera rarement un hyperplan. Et la formulation de l'entraînement et de l'architecture va encourager certains comportements au niveau de la recherche justement de ce manifold-là. Par exemple, pour les denoising autoencodeurs qu'on va voir, ils vont apprendre à débruiter. Alors que, par exemple, pour les variational autoencoders, ils vont plutôt apprendre, eux, à être capables de générer des images à partir d'un vecteur aléatoire. Aussi, étant donné qu'on fait l'hypothèse que les données réelles ne vivent que dans ce manifold-là, eh bien, on ne va pas s'assurer des performances de notre réseau d'autoencodeurs en dehors du manifold, puisque c'est, si vous voulez, cette région-là en dehors du manifold ne correspond pas
en théorie, à des données valides. Ça peut être des images qui vont être plus comme par exemple les images générées avec du bruit aléatoire qu'on a vu précédemment. Donc, ce n'est pas des images valides. On va donc faire cette hypothèse-là. Donc, quelque part, c'est ça, cette région-là, c'est comme à l'époque des médiévales ou un peu pré-médiévales, où les gens pensaient que lorsqu'on arrivait au bout de la Terre, on tombait où il y avait des dragons ou des hydres. Ben, cette région-là, c'est une région qui est interdite, si vous voulez, pour notre réseau. Les données ne proviennent pas de là, donc le réseau, comme il ne les a jamais vues. Un Cette exemple région-là, ben, il ne ici va pas être illustré capable de non plus manifold, traiter. c'est Mais vraiment comme je une dis, c'est illustration très très catastrophe. simple, là. Donc, ce serait pour des images de visage humain. Et notre manifold ici aurait, disons, 2 dimensions. Encore là, c'est très, très, très caricaturé comme manifold. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais dans le fond, une dimension correspondrait, par exemple, ici, là, à la variation d'azimut du visage, alors que cette dimension-là ici, par exemple, correspondrait à la variation d'élévation. Donc, est-ce que la personne regarde vers le bas ou regarde vers le haut? Donc, vous voyez ici, la personne regarde vers le bas. Ici, la personne regarde vers le haut. Et ici, la personne regarde vers sa droite, alors qu'ici, bon, elle regarde au centre ou vers la gauche. Mais vous comprenez un peu l'idée. C'est un processus donc, de génération d'images. Donc, on voit que les images se modifient légèrement à mesure que je me déplace sur le manifold. Petite parenthèse ici, il existe des techniques très sophistiquées pour justement être capable de reprojeter des données de haute dimension à 2 dimensions. L'objectif étant ici de pouvoir les visualiser facilement. Vous avez ici un exemple là, de reprojection. La technique, c'est la technique qui s'appelle T-SNE. Pour l'exemple ici, donc il y avait un réseau qui fait probablement la classification des MNIST, qui se terminait avec une couche à la fin qui avait seulement 10 sorties. Et ils ont donc utilisé l'algorithme T-SNE pour reprocher les 10 sorties en seulement 2. Et ce que ça nous permet de voir, c'est vraiment ces clusters-là de chiffres. Chacun des points représente une image d'un chiffre. Et bien entendu, bon, on voit ici par exemple le chiffre 6 qui est situé à cet endroit ici, le chiffre 0. Et ce que ça nous permet de voir avec cette visualisation-là, ben, la proximité de deux clusters nous indique dans le fond une certaine proximité perceptuelle entre deux chiffres. Par exemple, ici, on voit proximité entre 3 et 5, et c'est normal parce que dans le fond, la différence entre un 3 et un 5, c'est simplement la position de la barre, la petite barre ici, donc c'est normal qu'ils soient très proches l'un de l'autre. 5 et 6 sont très différents, donc vous voyez, ils sont situés très loin dans cette représentation-là. Et ici, très intéressant, vous voyez, on dirait quasiment un symbole de yin et de yang. Entre le 4 et le 9, ben, le 4 et le 9 sont, lorsque les gens les font en cursif, c'est des chiffres qui sont très très proches visuellement l'un de l'autre. Et cette projection-là, justement, de T-SNE, nous permet de bien la saisir, cette projection-là. Et ça, c'est quelque chose que je donne en conseil souvent à mes étudiants, l'importance de la visualisation. Si vous n'avez pas déjà pris l'habitude lorsque vous développez vos TP ou vos projets, je vous dirais que c'est une excellente habitude à développer le plus rapidement possible. Donc, de toujours faire beaucoup de code pour visualiser vos données à chaque étape du pipeline de traitement de l'information. Okay? Pourquoi faire ça? Pour plusieurs raisons. Mais la première raison que je dis, dans le fond, c'est imaginez que vous voulez être capable d'expliquer votre algorithme à un néophyte. Donc, il faut être capable de vraiment bien visuellement montrer ce qui se passe à chaque étape. Et le fait de faire ça, dans le fond, ça va vous donner une richesse d'informations qui va vous permettre donc vraiment d'expliquer votre algorithme à une personne qui vient, par exemple, visiter votre laboratoire. Aussi, souvent, lorsqu'on fait des papiers ou des articles ou des rapports, on veut avoir une espèce de schéma qui montre notre architecture qui peut contenir plusieurs blocs ou des procédés de pré-traitement des données ou de post-traitement des données. Et le fait d'avoir justement accès à ces images-là, ces visualisations-là de vos données à ces différentes étapes-là, ben, c'est facile de faire ces diagrammes-là. Et comme c'est facile de les faire, ben, on les fait. Hein. Quand c'est difficile de faire quelque chose, on ne le fait pas. Puis souvent, moi personnellement, je trouve, quand je fais de l'arbitrage d'articles, c'est quelque chose que je trouve éminemment important de voir justement l'évolution de l'information dans un pipeline de traitement de données. Mais aussi, pour vous-même, si vous êtes capable de rapidement activer vos visualisations des données à différentes étapes, c'est beaucoup plus facile de débugger. Hein, c'est plus décourageant de commencer à écrire du code pour visualiser lorsqu'on cherche un bug,
alors que de créer du code d'avance pour visualiser, ça c'est quelque chose qui est quand même relativement plaisant. Et lorsque vous voulez débugger, ben, tout ce que vous faites, vous activez votre code et vous allez voir, vous allez être capable de trouver des bugs. Et parfois même, si vous laissez vos outils de visualisation marcher, même lorsque vous faites des entraînements, peut-être que vous allez trouver des cas pathologiques que vous n'aviez pas imaginé si vous n'aviez pas vu ces outils-là de visualisation en place. Il existe 4 grandes familles d'auto-encodeurs. Les auto-encodeurs sparse, les auto-encodeurs denoising, les auto-encodeurs contractive et les variational auto-encoders qui sont utilisés par exemple pour la génération d'images. Le premier type d'auto-encodeur qu'on voit aujourd'hui, c'est l'auto-encodeur sparse. Si vous vous rappelez, donc, une composante importante lors de l'entraînement pour les auto-encodeurs, ça va être de leur ajouter, en plus de la perte de reconstruction ici, on va leur rajouter de la régularisation. Et la régularisation ici, ça va être appliqué directement sur le code hash. Et ce qu'on va vouloir, donc, c'est avoir un code qui va contenir beaucoup d'entrées qui est vide et une façon de provoquer un entraînement qui va générer dans le fond, un réseau qui va avoir beaucoup d'entrées vides dans le hash en utilisant la perte L1, qui est celle-ci. Donc, ce qu'on va rajouter comme perte oméga majuscule. Donc, ça va être avec un lambda pour pondérer cette perte-là par rapport à la perte de reproduction. Et ce que ça va être la somme des valeurs absolues des entrées du vecteur H. Et ça, c'est reconnu pour générer des solutions qui vont contenir probablement beaucoup de zéros lors de l'entraînement. C'est cousin du sparse coding pour ceux qui connaissent un peu l'apprentissage machine, j'en parle pas plus que ça. Et si vous voulez, ça va être donc encore là un prior qu'on inculque à notre réseau via la fonction de perte. Et dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que les vecteurs H qui ont servi à générer les données, ben, c'est des vecteurs qui contiennent beaucoup d'entrées à zéro. C'est l'hypothèse de base, si vous voulez. Ça semble aider pour faire des tâches connexes de classification, par exemple, par rapport à la tâche principale de ton codeur qui est de reproduire l'image. Deuxième famille des auto-encodeurs, celle-ci est quand même assez populaire, c'est ce qu'on appelle les auto-encodeurs denoising. Et le concept est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre entrée X, à laquelle on va rajouter un bruit pour donner une entrée X tilde. Et là, l'entrée X tilde on va la donner à l'encodeur, qui va trouver donc le vecteur H. Et ensuite, le décodeur G va prendre H pour recréer une image X ou une donnée X. Et on va comparer la sortie du décodeur non pas à l'entrée de l'encodeur, mais plutôt, on va la comparer à l'entrée, à la donnée X non bruitée. Donc, c'est pour ça le terme denoising. C'est un auto-encodeur donc qui va apprendre à débruiter des images. Bon, clairement, ici, le modèle de bruit va avoir un impact sur le type de résultat qu'on va obtenir avec l'entraînement. Mais c'est ça. Donc, on va quand même continuer à faire un entraînement avec une perte de reconstruction. Et cette approche-là fonctionne avec des autoencodeurs de type overcomplete. Là, si vous vous rappelez, overcomplete, c'est que le vecteur H ici était plus grand que le vecteur en entrée X, ou des réseaux qui sont très très puissants. Donc c'est une façon quand même assez forte de régulariser l'entraînement. Mais si vous voulez aussi, le réseau, l'encodeur va apprendre justement à enlever le bruit présent dans une image. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant comme approche. Donc, si on peut illustrer ce que l'autocodeur de denoising va faire, c'est d'apprendre donc à projeter les entrées qui ont été brutées vers le manifold. Donc, vous avez ici dans l'illustration, vous avez X tilde ici qui représente une entrée brutée. Et c'est dans le fond ce que le couple encodeur-décodeur va essayer de faire. Dans le fond, c'est de reprojeter la donnée brutée vers le manifold. Et ce que ça va faire en bout de ligne, c'est un encodeur qui est moins sensible aux variations perpendiculaires du manifold. Donc, vous voyez les variations ici qui sont indiquées par les flèches. Donc, parce que ce qui va se produire, c'est lorsqu'une donnée va apparaître ici, une donnée en entrée, le réseau va avoir appris à la transporter, à la projeter vers le manifold qui, lui, si vous voulez, contient l'information pertinente de l'image. Notez que notre auto-encodeur va aussi demeurer
sensible aux déplacements le long du manifold. Et ça, c'est important parce que, dans le fond, les déplacements sur le long du manifold, si vous vous rappelez, c'est représentait des choses comme le changement d'orientation du visage, hein, le visage qui regarde vers le haut, vers le bas, ou vers la gauche, vers la droite. Donc ça, c'est des variations qui sont importantes. Alors que les variations des données qui sont perpendiculaires au manifold, ce sont des variations qui ne sont pas importantes. Par exemple, des variations qui sont dues au bruit de la caméra. La troisième famille d'auto-encodeurs est la famille des auto-encodeurs dits contractive. Et là, la pénalité qui est utilisée, c'est la pénalité suivante ici. C'est une pénalité qui est sur le gradient de la variation de l'encodage, donc de l'embedding H, en fonction des données X. Ce n'est pas du tout relié au gradient de l'entraînement. Lui, c'est le gradient qui est calculé sur une perte par rapport au poids. Là, c'est vraiment ici par rapport aux données. Donc, si on peut l'illustrer, cette perte-là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est donc un embedding qui, en fonction des entrées X, ne varie pas beaucoup. Donc, vous voyez ici, vous avez, disons que si vous auriez un vecteur H d'une seule valeur, donc on voit ici comment le H varie beaucoup en fonction de X. Donc, on aurait donc une pénalité élevée pour ce réseau-là, alors qu'ici, vous voyez, on a plutôt un fond qui est beaucoup plus plat ici, donc la pénalité serait plus faible pour l'encodeur qui générait cette sortie-là en fonction de X. Donc, ce que ça permet de faire encore là, c'est de désensibiliser l'encodeur à certaines directions. Et ce qu'on veut idéalement, c'est les directions qui sont perpendiculaires au manifold, puisque ce sont des directions qui ne sont pas utiles dans le fond, au processus, disons, sous-jacent de génération des images. C'est plus du bruit qui est associé, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, à la caméra. Une illustration de ce phénomène-là, donc de contraction. Ce qu'on veut en bout de ligne, donc, c'est un encodeur ici, là, qui va prendre, par exemple, deux chiffres, okay, qui sont très similaires, et qui va les projeter relativement proches dans l'espace des embeddings. Alors que, par exemple, pour des chiffres qui sont très différents visuellement, donc 8 et 7, donc la projection dans l'embedding va avoir tendance à vouloir les séparer. Et de sorte que, vous avez un autre exemple ici, là, qui sont un peu moins séparés, par exemple. Donc, c'est l'objectif donc de ces réseaux-là de contractive. Aussi, notez que pour des très faibles bruits, hein, lorsqu'on utilise des bruits, ben, le denoising anti-encoder va être très proche, dans le fond, de la formulation des autoencodeurs contractive. La raison, c'est simple. On peut toujours faire de la dérivée. Si vous vous rappelez le calcul de dérivée, je peux prendre un point plus un delta avec un point moins un delta, et je divise par 2 delta, puis ça me donne, dans le fond, la dérivée de façon numérique. Bien, dans le fond, de prendre du bruit au hasard, dans le fond, puis de dire, je veux que tu reprojettes avec ce bruit-là. C'est un peu comme si j'échantillonnais ma fonction très proche de mon point d'opération. Hein. Donc, c'est une opération de dérivée, de différenciation numérique. Alors que, dans le fond, dans la formulation du Contractive Autoencoder, c'est vraiment il va y avoir une dérivée analytique. Donc, quel est le gradient de H par rapport à X? Donc, mais à la limite, pour des petits bruits sur le denoising encoder, les résultats vont être quand même relativement similaires. Et je le rappelle, dans le fond, l'objectif de ces deux familles-là d'auto-encodeurs, soit le contractive ou le denoising, c'est vraiment de trouver des projections, donc dans le fond, d'être moins sensible à des transformations de l'entrée qui sont perpendiculaires au manifold. Finalement, dernière famille des autoencodeurs, c'est ce qu'on appelle les Variational Autoencoders, ou les VAE. Eux vont être basés sur un processus stochastique, donc on va piger des nombres au hasard pour pouvoir générer des trucs. Donc, pour générer des nombres aléatoires, ça nous prend une distribution, et la plupart des gens vont s'entendre pour utiliser une distribution normale, donc qui va être caractérisée par une moyenne mu et une matrice de covariance sigma, donc mu ici c'est un vecteur. Et la pige, donc, va nous donner une valeur H, notre embedding, et notre décodeur, comme dans le cas des auto-encodeurs, va devoir générer l'entrée, devoir générer X de prime, qui doit être une copie de X. Et où intervient cette copie, cette valeur X-là? Elle va revenir dans l'encodeur ici. Donc, l'encodeur, lui, ce qu'il doit faire, c'est prendre X et nous donner les paramètres
de cette distribution qui doit servir, via une pige, à générer X de prime. Maintenant, on va devoir ajouter une régularisation. Donc, la régularisation qu'on va utiliser pour ce type d'auto-encodeur-là, ça va être une divergence KL sur la distribution ici. Donc, ce qu'on va essayer de tenter de forcer l'encodeur, c'est d'apprendre, dans le fond, à générer des paramètres mu et sigma, donc moyenne et covariance, qui sont proches d'une distribution normale. Parce que la distribution normale, c'est une certaine propriété, donc, disons, c'est des belles distributions. Puis aussi, dans le fond, c'est une forme de régularisation comme une autre, c'est-à-dire on impose une distribution sans avoir vu les données d'entraînement, les données X. Et ensuite, donc, bien entendu, une perte de reconstruction entre la sortie X' et l'entrée X ici. Et je répète, donc, le rôle de l'encodeur, ça va d'estimer c'est quoi les paramètres de la distribution qui va être utilisée pour piger des nombres aléatoires. Bien entendu, si vous regardez cette architecture-là, normalement, vous auriez dû commencer à dire oui, mais mon gradient X, parce que le gradient va arriver de la perte, le gradient va passer dans le décodeur, va arriver à X. Comment est-ce que je fais pour faire passer un gradient via une pige et une distribution par la suite pour aller vers X? Eh bien, si vous vous êtes posé la question, bravo, c'est effectivement un des problèmes avec ce type d'auto-encodeur. Ce n'est pas de la tarte être capable de faire passer un gradient lorsqu'on utilise une pige. Donc, l'entraînement est beaucoup plus complexe. On doit passer par une technique qui s'appelle le Reparameterization Trick. Et parce qu'on ne peut pas faire passer directement un gradient lorsqu'on fait une pige aléatoire. J'en parlerai pas vraiment beaucoup aujourd'hui de ce Reparameterization Trick. On va le voir plus tard lorsqu'on va travailler les GAN, donc les réseaux génératifs, justement parce qu'ils doivent utiliser beaucoup, eux, ce type d'entraînement-là. Mais c'est une technique quand même relativement complexe. Donc, notre auto-encodeur, lui, il va avoir plusieurs applications. Donc, une des applications, clairement, ça va être pour réduire la dimensionnalité de notre donnée X, pour la transformer dans un vecteur H qui, lui, contient, on l'espère, de l'information qui est pertinente. Et si elle est pertinente, donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire de la classification à partir de ce vecteur-là, et possiblement même améliorer donc la capacité de généralisation de mon système. On a vu aussi au début donc de servir comme approche semi-supervisée, donc de faire un pré-entraînement de mon encodeur, décodeur avec des données non étiquetées dans un paradigme d'auto-encodeur. Et après ça, on va retirer le décodeur et on va conserver dans le fond l'encodeur avec H et on va venir appliquer un classificateur sur H pour après ça faire notre tâche de classification. Un exemple que j'aime beaucoup, moi, qui provient de mon domaine de recherche, donc des recherches sur la saisie d'objets. Vous avez ici illustré en bas là, une tasse, là, donc c'est sûr que là, c'est fait en simulation. Vous avez ici ce qu'on appelle en anglais là, un parallel gripper, donc une pince pour venir saisir un objet. Et les gens, parce que c'est difficile d'obtenir des données 3D d'un robot, les gens ont développé des approches qui se basent en partie sur les auto-encodeurs. Donc, si vous regardez la branche en haut ici du réseau, c'est ni plus ni moins qu'une branche encodeur-décodeur. Donc, vous voyez ici Shape Encoder, Shape Decoder. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on veut prendre l'image ici, une image, disons, 3D, et avec un réseau qui va l'encoder vers un vecteur. Et après ça, ce vecteur-là, on doit avoir un décodeur qui doit être capable de refaire la forme 3D de l'objet que vous voyez ici. Et dans le fond, la perte de reproduction, ça va être entre la forme, disons, je simplifie un peu les choses, mais entre la forme 3D ici et la forme originale. Donc, si la reproduction 3D se fait bien, on peut donc conclure que le vecteur ici, identity, contient de l'information sur la géométrie 3D de l'objet. Et cette information-là, dans le fond, va être utilisée par une autre branche ici qui va servir à quantifier est-ce qu'une prise sur un objet est bonne ou pas, en tenant compte de la géométrie globale 3D de l'objet qui nous provient justement de ce vecteur-là ici, qui a été trouvé par entraînement d'auto-encodeur avec l'encodeur-décodeur ici. Donc, on voit ici le genre d'application qu'on peut avoir, comment on peut avoir un réseau parallèle qui, si vous voulez, est non supervisé, mais qui apporte de l'information supplémentaire à une branche supervisée d'un réseau pour être capable de faire une tâche quand même relativement complexe avec une quantité de données qui est limitée. Maintenant, si pour
réseau d'encodage et de décodage sont très profonds. Ça se peut qu'on ait des problèmes de descente de gradient. Un peu moins maintenant. C'était plus de propagation de gradient, c'était plus un problème, disons, il y a 10-15 ans quand la revue n'existait pas. Donc, il y a des gens qui ont développé des techniques d'apprentissage qui sont basées sur une approche vorace. Donc, on va entraîner couche par couche. Donc, commençons par, disons, le X ici, donc mes données naturelles. J'aurai une couche ici d'encodage qui me générait un vecteur H1 avec un décodage. Et dans le fond, là, je fais la technique classique. Là, je vais essayer d'entraîner mes réseaux F1 et G1 avec une perte de reconstruction plus une régularisation. Lorsque je vais être satisfait de mon entraînement, donc je vais arrêter. Puis je vais avoir maintenant une banque de H1 qui, dans le fond, si j'ai 2000 données d'entraînement, je vais avoir 2000 H1 à la fin de l'entraînement. Et là, dans le fond, ça va devenir ma prochaine base de données d'entraînement. Donc, je vais prendre H1 et là, je vais créer un deuxième auto-encodeur plus petit qui va correspondre dans le fond à la deuxième couche, donc F2 ici, qui va prendre H1 à l'entrée, doit comprimer ça en H2 et le décodeur doit me donner une sortie qui est similaire à H1. Donc, je vais appliquer la perte ici de reproduction et je vais entraîner encore là par backpropagation et ainsi de suite. Donc, de cette façon de faire, je vais être capable de, si vous voulez, décomposer mon problème d'entraînement couche par couche et ça a des incidences sur la stabilité, sur la capacité d'entraîner des réseaux très profonds. Puis comme je vous dis maintenant, le fait qu'on a des batch norms, qu'on a des relus, le problème de propagation du gradient est moins important, donc on peut avoir des réseaux F et G qui contiennent beaucoup de couches. Mais à l'époque où les gens ont commencé à travailler avec les auto-encodeurs, ils ont été obligés de se fier à des techniques comme celle-ci pour être capable d'avoir des auto-encodeurs, disons, relativement profonds pour l'époque, peut-être des auto-encodeurs qui étaient de 4 ou 5 couches, qui, je le rappelle, avant 2012, 4 couches, c'était énorme. Donc, en conclusion, les auto-encodeurs sont une manière d'exploiter des données qui sont non étiquetées. Et rappelez-vous, les données non étiquetées, elles sont nombreuses et en général, elles sont peu coûteuses parce qu'on n'a pas eu besoin d'engager un groupe de gens pour commencer à aller cliquer dans les images, par exemple, pour rajouter, taper des étiquettes à la main, chien, chat, et ainsi de suite. Donc, c'est en général des données qui sont peu coûteuses. Et ça va être basé donc sur un principe d'encodage-décodage avec au milieu un embedding, donc H. Et ultimement, ce que notre autoencodeur cherche à faire, c'est de trouver une projection des données X vers le manifold. Et H va donc être ce manifold dans lequel les données vivent. C'est un manifold de plus basse dimension. L'entraînement se fait premièrement avec une perte de base qui est la perte de reconstruction entre la sortie et l'entrée. Et après ça, il y a 4 déclinaisons, 4 familles principales d'auto-encodeurs qui sont basées principalement sur le type soit d'entraînement ou soit de régularisation. Donc, par exemple, le sparse, on dit qu'on va avoir des hash, on va mettre une pénalité sur les hash pour avoir des entrées qui sont nulles. Le denosing, ce que je vais faire plutôt, c'est mettre du bruit à l'entrée, puis je vais dans le fond reproduire l'entrée non brutée. Le contractive, c'est une perte sur le gradient du hash en fonction des données d'entrée. Et le variational, lui, qui était basé plutôt sur le concept de générer de piger des valeurs d'une distribution. L'encodeur calculait ces distributions-là et après ça, on générait. Notez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les Variational Autoencoders sont importants. Ils vont nous servir dans le cas des GAN, donc les Generative Adversarial Network. Donc, ça conclut la leçon sur les auto-encodeurs. Merci de votre attention.